Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit peu en retard puisqu'il s'agit de mon bilan de 2024. Pour faire rapide, puisqu'on est en retard, je vais faire seulement un top 5 parce que je me suis dit que j'ai déjà parlé de pas mal de titres toute l'année, donc voilà, on va essayer d'être efficace. Mais j'aime bien laisser une trace sur ma chaîne YouTube des titres que j'ai vraiment aimés. J'aime bien pouvoir retourner voir voilà, quels étaient mes coups de cœur. Et je pense que c'est cool aussi pour vous d'avoir vraiment voilà, une idée de ce que j'ai vraiment préféré de chez préféré, la crème de la crème. C'est parti, on commence avec mon top 5 de 2024. Petite précision avant de commencer, c'est un top 5 mais je fais pas de hiérarchie, c'est vraiment les 5 meilleures lectures pour moi en 2024. Et on commence tout de suite avec un titre que j'attendais depuis longtemps puisque j'adore l'autrice qui a écrit ce manga et c'est un retour qui était un petit peu inespéré pour moi et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il s'agit du retour de Yukiko Dama avec le manga The Blowflowers and the Ceramic Forest. Quelques petites précisions, c'est un manga actuellement en 10 tomes au Japon, on en a 7 en France, donc vraiment si vous voulez vous lancer, vous avez de quoi faire et vous serez... on est presque à jour en fait de la publication japonaise. Pour vous placer quelques petits éléments de contexte, on se place à Asami, une ville au Japon qui a vraiment une tradition autour de la céramique. C'est vraiment une ville qui est culturellement axée autour de la céramique. Il y a voilà, toutes sortes de métiers qui sont développés autour et c'est quelque chose de très ancré dans cette ville. Et nous suivons Aoko, une femme qui a elle aussi pour passion la céramique et plus spécifiquement la peinture sur céramique. C'est vraiment sa passion, elle a toujours baigné dedans puisqu'elle habite dans cette ville depuis toujours. Et vraiment c'est quelque chose d'essentiel, elle est à la fois passionnée par la peinture sur céramique mais c'est aussi son métier. Et un jour elle va faire la rencontre de Tatsuki, un homme qui vient d'arriver d'Europe, qui à la base vivait au Japon mais qui revient au Japon pour découvrir la porcelaine et la céramique d'Asami puisqu'il est lui-même céramiste et qu'il a envie en quelque sorte de retrouver l'inspiration. On connaît pas exactement ses motivations mais on sent qu'il y a quelque chose de caché derrière. Les deux personnages vont apprendre à se connaître et on va avoir une romance naissante entre les deux. Le premier point fort qui me semble évident, c'est celui de la découverte de l'univers de la céramique et de la tradition qu'il y a dans cette ville au Japon. C'est vraiment un élément qui pourrait être un peu pénible puisque voilà, l'autrice pourrait rendre cela très lourd, mais c'est quelque chose qui est vraiment distillé un petit peu en toile de fond et qu'on découvre en fait petit à petit, donc c'est pas trop lourd. Ça nous permet aussi de découvrir le processus créatif des personnages et puis de nous plonger un petit peu voilà, dans cette pratique, de porter un regard dessus. Deuxième point fort, qui personnellement est celui qui m'intéresse peut-être le plus, c'est le fait que ce soit une romance entre adultes. Alors c'est intéressant parce que on a des thématiques qui sont assez différentes des romances qu'on peut avoir dans le shoujo avec des adolescents. Ici il y a des questions un petit peu différentes et qui ont des enjeux parfois un petit peu plus importants. Les personnages ont un passé, ont un vécu, ont parfois des traumas, des choses qui sont difficiles à accepter pour eux et les personnages doivent vivre avec. Ils ont aussi des critères, des attentes et ne souhaitent plus revivre certaines choses dans leur couple, ce qui est finalement assez intéressant et qui change un peu des relations naissantes qu'on peut voir parfois dans certains shoujo. Ça apporte un regard un peu différent et complémentaire. Et enfin, gros point fort de l'œuvre, il s'agit du style graphique de Yukiko Dama. Je le dis très régulièrement quand je parle de son travail, mais il suffit de feuilleter un tome de The Blowflowers and the Ceramic Forest pour identifier son style. C'est-à-dire que vraiment, un manga de Yukiko Dama, ça se reconnaît. Tout simplement parce qu'elle a vraiment un style très élégant, très épuré, mais qui arrive quand même à transmettre des émotions par son découpage, par sa mise en scène. Elle arrive vraiment à toucher et à nous faire voilà, plonger, enfin à nous faire découvrir des choses parfois très sensibles, très personnelles, très intimes et à vraiment nous plonger dans cette romance qui a parfois des moments un peu difficiles avec son style graphique. Je trouve d'ailleurs que les scènes aussi de poterie sont vraiment hyper bien détaillées, hyper belles et ça donne vraiment quelque chose de captivant. En bref, The Blowflowers and the Ceramic Forest est un titre à ne pas manquer, c'est le retour d'une autrice hyper intéressante dans le shoujo manga et je vous invite vraiment à vous pencher sur ce titre là puisque vraiment je l'adore et je trouve que c'est une autrice dont on parle pas assez. On change un peu de registre même s'il y a quand même encore une fois une passion au cœur du récit. Il s'agit d'Ikari no Densetsu qu'on connaît en France sous le titre de Cynthia ou le rythme de la vie puisque certaines personnes, moi non, ont découvert le titre avec l'animé. Mais moi je vais vraiment vous parler du manga puisque je ne connais pas du tout l'animé, je crois que l'adaptation n'est pas exceptionnelle, mais en tout cas pour ce qui est du manga, c'est vraiment un titre que j'ai adoré et peut-être
un de mes plus grands coups de cœur de ces dernières années. Petite précision, c'est un manga des années 80, donc esthétiquement on change un peu d'ambiance, et qui dit années 90 a été publié il y a un bon petit moment en France. Et du coup, comment vous dire, bonne chance pour vous procurer les tomes, c'est vraiment assez difficile, mais si vous avez vraiment l'occasion de le découvrir, vraiment foncez parce que c'est un titre que j'ai adoré. Le scénario est finalement assez classique. Hikari est une jeune fille passionnée de GRS. Au début de l'histoire, elle va suivre une de ses idoles et elle va la motiver par un concours de circonstances à débuter la GRS et à se lancer dans ce sport, et on va suivre toute sa progression. Ce qui est intéressant et que moi je trouve vraiment bien, c'est que c'est un titre qui débute assez rapidement, c'est-à-dire que la phase d'apprentissage est assez vite mise de côté et on rentre vraiment dans la compétition et dans la question du sport à haut niveau. C'est un peu difficile pour moi de vous parler d'Hikari no Densetsu parce que c'est un titre que j'ai dévoré en 24 heures, 48 heures, vraiment j'ai enchaîné les tomes et je me suis plongée dedans avec une telle frénésie puisque le destin d'Hikari, que ce soit du point de vue de la JM ou de ses romances et de ses histoires d'amitié, m'a happée et captivée, et vraiment j'ai été impressionnée par ce récit et par sa capacité à captiver en fait son lecteur. On va s'attarder un petit peu justement sur les points forts de ce titre. Le premier selon moi, c'est vraiment le fait que ce soit un récit lucide, c'est-à-dire que l'autrice porte un regard très juste sur le sport à haut niveau, à savoir que c'est un milieu difficile, un milieu dans lequel le corps est mis à rude épreuve, un milieu dans lequel les gymnastes sont amenés à s'entraîner énormément et à parfois voir leur rêve brisé à cause d'une blessure, à cause de quelque chose qu'elles n'avaient pas anticipé, un milieu dans lequel la concurrence est très rude, c'est-à-dire qu'elles s'entraînent pendant des années, toute leur enfance, pour parfois briller 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'elles sont parfois très vite remplacées malheureusement. Et c'est vraiment un regard très lucide sur les aspects négatifs de ce milieu qui est porté par l'autrice, tout en montrant aussi le côté positif qu'on retrouve traditionnellement dans les mangas de sport, le dépassement de soi, l'entraide entre coéquipières mais aussi entre rivales. Il y a quelque chose de très positif je trouve dans l'écriture de ces personnages féminins. Même si c'est un manga des années 80, on pourrait s'attendre à une rivalité un peu bête entre jeunes femmes, mais non, vraiment elle écrit des personnages féminins qui sont positifs et qui se tirent vers le haut. Et vraiment j'ai aimé en fait cette représentation complexe du sport de haut niveau. C'est vraiment un univers avec ses avantages et ses inconvénients, et je trouve que ça en fait vraiment un titre intéressant qui nous plonge vraiment dans cet univers et qui m'a vraiment captivée. Au-delà de ça, entre les phases d'entraînement et de compétition, il y a un petit peu de thé, un petit peu de drama avec de la romance, puisque notre héroïne va très vite tomber amoureux d'un jeune homme et il va y avoir une forme de rivalité avec une de ses coéquipières. Dit comme ça peut sembler un peu pénible, un peu triangle amoureux cliché, mais ce que j'aime vraiment dans ce titre, c'est que comme finalement ce jeune homme est un peu mis de côté, il vient, il repart, voilà, on voit vraiment la relation entre les deux femmes évoluer. Certes elles sont rivales à la gym, certes elles sont rivales en amour, mais elles ont toutes une personnalité, elles ont toutes des envies, des rêves, et elles ne sont pas seulement définies par leur histoire d'amour. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé pertinent et bien écrit. Vraiment c'est une histoire d'amour en plus que j'ai trouvé bien menée du début à la fin, puisque la fin m'a vraiment satisfaite. Il y a, le triangle amoureux devient en quelque sorte un carré avec un autre personnage qui arrive et que j'adore. C'est vraiment en termes d'émotion très très dense, et je trouve qu'elle a vraiment réussi à écrire à la fois un titre de sport captivant et un titre de romance vraiment génial. Et si ces deux aspects sont vraiment très bien écrits, tout ça est accompagné par un style graphique, mais un style graphique juste exceptionnel. Vraiment l'autrice réussit à transcrire la fluidité, la difficulté, la souffrance, la combativité des personnages durant une scène de GRS avec une telle puissance, une telle force, une telle fluidité. C'est vraiment exceptionnel. Il y a des idées de mise en page, de découpage qui sont graphiquement sublimes, et vraiment c'est à la fois un régal en termes d'écriture mais aussi un plaisir pour les yeux. Et c'est pour ça que pour moi ce titre ça fait un peu partie des mangas que je trouve un peu parfait entre guillemets, c'est-à-dire que sur tous les aspects je n'ai pas eu de déception. C'est-à-dire que vraiment ça m'arrive d'avoir des titres où parfois je trouve qu'il y a un peu de longueur, ou alors un titre où le dessin est parfois un peu inégal. Là je trouve que vraiment
c'est exceptionnel du début à la fin et je suis tellement déçue que ce titre ne soit pas accessible facilement en français aujourd'hui. Je croise les doigts pour une réédition comme on en a de plus en plus dans le shoujo, mais vraiment c'est si vous aimez les mangas de sport, si vous aimez le shoujo, c'est vraiment un titre à ne pas manquer parce que c'est vraiment un récit exceptionnel à mon humble avis. On enchaîne avec un titre où on retrouve un triangle amoureux, mais cette fois beaucoup plus toxique. Il s'agit de Jalouse de Batane, une autrice que j'ai découvert avec Entre nos mains, qui avait été un titre coup de cœur. Mais là j'avoue qu'avec Jalouse, elle a vraiment su toucher à quelque chose de très fin, de très intime et quelque chose qui m'a vraiment marqué. On suit deux sœurs, je retiens jamais les noms, mais une brune et une blonde. La blonde pique le copain de la brune et depuis elles se détestent. Bien sûr, on sait qu'il y avait quand même des petites tensions sous-jacentes qu'on découvre au fil des tomes, mais voilà. Ces deux sœurs se détestent, elles ne s'entendent pas et elles ne se voient pas pendant des années jusqu'au jour où leur mère décède et qu'elles sont plus ou moins obligées de discuter et de cohabiter. La première chose que j'ai vraiment bien aimé, c'est le fait qu'on aborde un sujet extrêmement tabou, extrêmement sensible, le fait que finalement deux sœurs ne sont pas obligées de s'aimer, ne sont pas obligées d'avoir une relation parce qu'elles sont sœurs, et je trouve que c'est quelque chose qu'on aborde finalement assez peu, qui est quelque chose d'assez sensible, et je trouve qu'elle le traite très bien dans son histoire et que c'est vraiment un titre intéressant sur cet aspect-là. Attention, moi j'avais une peur au début de ma lecture, c'est vraiment d'assister à des scènes de crépage de sillon avec deux filles qui se disputent pour un homme, mais en fait on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça et elle arrive vraiment à dépeindre cela avec de la subtilité sans tomber dans quelque chose de caricatural. Deuxième point, et ce qui fait aussi je pense que ce n'est pas caricatural, c'est que c'est un récit choral. On suit vraiment le point de vue de tous les personnages et du coup forcément on a parfois des certitudes en découvrant le point de vue d'un personnage qui vont vite être démontées en découvrant celui de l'autre. On se rend bien compte que tout n'est pas tout noir ou tout blanc et que finalement eh bien, tout le monde a des torts et que chacun a un rôle à jouer dans cette histoire. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve pertinent puisque voilà, c'est dans une histoire, un conflit, on n'a jamais une personne qui a le beau rôle et l'autre qui a tous les torts quoi. Et donc je trouve que c'est vraiment un regard très lucide sur les relations humaines que nous fait Batane dans cette histoire. Dernier point, graphiquement c'est sublime, ça rappelle Mari Okazaki dans son côté très fluide, très organique, très sensuel. Il y a vraiment une façon de décrire les scènes de sexe qui est vraiment captivante et envoûtante. Vraiment j'ai adoré ce titre pour son côté graphique qui fonctionne très bien sur moi. J'adore sa façon de dessiner les corps, de dessiner les visages, d'enchaîner les cases. C'est vraiment quelque chose de fascinant et de captivant. Et vraiment j'ai très envie de découvrir un peu plus le travail de Batane que je trouve vraiment incroyable. Et en plus de ça, la série est plutôt courte puisqu'elle fait seulement 5 tomes, on en a déjà 3. Du coup on part pas sur un récit à rallonge, donc il est temps de se pencher sur ce titre. On continue avec un autre manga qui m'a aussi beaucoup marqué, il s'agit de L'amour est au menu. Quand j'ai découvert ce manga, je me suis vraiment dit oh là là, un petit titre de cuisine, ça va être super mignon avec deux meufs qui s'aiment, enfin vraiment trop mignon. C'est effectivement ce que j'ai trouvé, un titre voilà avec cette romance entre deux femmes qui s'installent au fur et à mesure, avec vraiment la cuisine en commun puisqu'on a une des femmes qui adore manger et l'autre qui adore cuisiner et du coup l'une prépare des petits plats à l'autre et l'autre adore manger du coup les plats que lui fait celle qui cuisine, et donc vraiment cette petite relation est super mignonne. Et ce que j'ai vraiment adoré et ce qui fait qu'en fait c'est pas juste un titre de cuisine, c'est qu'en fait dans ce manga on nous parle vraiment de questions de société, de questions parfois difficiles à aborder, comme par exemple des questions féministes, des questions autour des relations lesbiennes, puisque on a donc deux femmes qui s'aiment dans cette histoire et que forcément c'est pas si simple que ça en fait d'annoncer qu'on est lesbienne, de découvrir qu'on est lesbienne, enfin voilà, de poser toutes ces questions là. Et donc c'est un titre qui s'engage sur ces points de vue, qui les questionne, qui les interroge et qui approfondit ces sujets. Mais ça va au-delà de ça puisque on parle aussi de la question du rapport à la nourriture qui est vraiment ancré dans ce récit, mais aussi du lien qu'on peut avoir avec ses proches, avec sa famille, la famille de cœur et la famille qu'on ne choisit pas. Enfin voilà, c'est vraiment un titre qui parle de nourriture mais qui creuse vraiment et qui vient enrichir en fait ce récit un peu mignon de problématiques un petit peu plus profondes. Et c'est pour ça que j'adore cette histoire, je pense que c'est vraiment une de mes romances favorites de ces dernières années et vraiment un titre qui a su me marquer, me captiver. J'adore ces deux femmes, j'adore leur histoire d'amour, j'adore la bouffe
et je suis trop heureuse d'avoir ce titre en France puisque je le trouve extrêmement marquant, extrêmement intéressant et je pense que tout le monde devrait tenter cette lecture. Et on termine avec le 5e livre que j'ai adoré cette année. Et je vais pas trop en parler puisqu'il s'agit de Glouton et Dragon. Glouton et Dragon, manga en 14 tomes qui vient tout juste de se finir, dont j'ai fait déjà une vidéo dessus pour vraiment vous parler en profondeur de ce titre. Donc je vais pas m'attarder dessus et je vais vous inviter à aller voir cette vidéo, à la limite je vous la mettrai en barre d'infos. Mais voilà, c'est vraiment un récit qui a su me marquer, que ce soit par son histoire, par son style graphique, et à mon humble avis c'est vraiment un titre sur lequel vous devez vous pencher, qui semble au premier abord très simple mais qui est un petit peu plus complexe que ça et qui est vraiment un immense banger. Voilà, rien que ça. Cette vidéo s'arrête ici, je pense que c'était pas la plus longue mais c'était pas le but, je voulais juste faire un petit peu le point sur ces titres qui m'ont marqué. J'espère que on a des titres en commun. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quels sont vous les titres que vous avez aimés cette année, quels ont été les titres qui vous ont marqué, quelles ont été vos bonnes découvertes en 2024. J'ai hâte de discuter avec vous pour un peu échanger à ce sujet et peut-être découvrir d'autres titres. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!